Docteur Songo, effectivement, on parle de dialogue, de diplomatie, mais on parle également, l'option militaire reste toujours d'actualité. Oui, d'entrée de jeu, il faut dire que ces forces, ces chefs d'état-major de la CEDEAO qui sont aujourd'hui réunis du côté de Accra, le sont à la faveur de la CEDEAO qui a pris une décision bien claire depuis la crise la crise politique du côté du Niger, qui reste une position un tout petit peu mitigée, ambivalente, qui aussi entre la diplomatie et l'intervention. Parce que la CEDEAO aussi est divisée, il faut le rappeler. Et l'intervention militaire. Donc il faut dire que depuis que cette crise-là est survenue, la CEDEAO de plus en plus brandit le pan militaire parce que elle pense que la résolution de ce conflit du côté du Niger passe par une intervention militaire. Donc ces chefs d'État qui se sont réunis aujourd'hui du côté du Niger vont essayer de voir, parce qu'il faut l'inscrire dans le contexte, vont essayer de voir, d'analyser, n'est-ce pas, cette option interventionniste de la CEDEAO, pour essayer de voir l'opérationnalité sur le terrain, mais aussi et surtout réfléchir sur l'aspect diplomatique, parce que la CEDEAO envisage les deux éléments. Donc, au sortir de cette réunion-là, c'est vrai, on n'a pas encore officialisé les résolutions qui ont été prises lors de cette réunion, mais je pense qu'à partir du contexte, on peut déjà subordorer que ces chefs d'État-major se sont réunis pour essayer de voir primo, l'opérationnalité de l'option interventionniste, et secondo, voir aussi dans quelle mesure, à défaut, n'est-ce pas, ici de réussir l'intervention militaire, privilégier l'aspect diplomatique et conciliatrice. Parce qu'il faut le dire, les avis restent partagés quant à ce qui concerne cette crise nigérienne, parce que le contexte n'est plus le même. La CEDEAO elle-même ne parle pas avec unanimité et univocité sur cette problématique-là. L'Union africaine même, elle-même ne parle pas avec unanimité, mais aussi et surtout les autres États qui forment la galaxie panafricaniste restent divisés là-dessus. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la CEDEAO est confrontée, n'est-ce pas, ici, à une problématique qui est en train de jouer son avenir, qui est en train de toucher même sa légitimité et sa cohérence, parce qu'on n'arrive pas à voir dans quelle mesure elle se décide pour prendre position, n'est-ce pas, concernant ce problème du Niger. Donc, laissons un peu voir ce que ces chefs d'État-major vont nous dire d'ici demain, parce que c'est demain que la réunion est censée terminer. On verra, n'est-ce pas, les résolutions qui sortiront de là. Merci, on verra les résolutions qui sortiront de là. Avant peut-être de passer la parole au président Matomba, mais est-ce que aujourd'hui la position du pouvoir en place du côté du Niger n'incite pas aussi cette posture de la CEDEAO, parce qu'on rappelle que effectivement on parle de plus en plus de dialogue entre autres, mais de l'autre côté, du côté du Niger, on voit qu'il y a un pouvoir qui a déjà d'ailleurs formé son gouvernement, un pouvoir qui compte poursuivre l'ancien président Mohamed Bazoum. Est-ce que cela n'explique pas aussi le ton qui durcit de la part de la CEDEAO? Oui, je pense qu'aujourd'hui, la position des nouvelles autorités du côté du Niger reste claire. Les nouvelles autorités du Niger, n'est-ce pas, ici, restent ouvertes à la négociation, restent ouvertes à la diplomatie. Mais ce que les autorités nigériennes n'arrivent pas à accepter aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, le fait de privilégier l'option militaire, sans toutefois expérimenter les autres mécanismes de résolution des crises tels que pensés même par le droit international. Parce qu'il faut le dire, hein, la résolution des crises est bien encadrée, tant sur le plan national que sur le plan, n'est-ce pas, sous-régional, même pour ne pas aussi dire sur le plan international. Lorsqu'il y a une crise, la Charte des Nations Unies, qui est, n'est-ce pas, ici, cette organisation supramondiale qui régit les relations internationales au niveau universel, a bien défini le cadre, n'est-ce pas, à suivre lorsqu'on veut résoudre un problème, un différend. Et l'option de la Charte des Nations Unies, c'est de privilégier le dialogue, la négociation et la conciliation, pour ne pas parler de la médiation. Donc on voit bel et bien qu'aujourd'hui, les États de la CEDEAO n'ont pas privilégié, ou du moins n'ont pas encore épuisé
cet aspect, n'est-ce pas, de dialogue, de coopération, de négociation. Et déjà, ils sont déjà en train d'attaquer, n'est-ce pas, l'option militaire. Donc, on voit bel et bien que les nouvelles autorités du côté du Niger aujourd'hui sont dans une option, n'est-ce pas, ici, normale. Parce que vous savez qu'elles reçoivent quand même des délégations qui ont été, n'est-ce pas, envoyées d'abord par cette sous-région de la CEDEAO. On a eu la délégation des chefs religieux, d'accord, que ces nouvelles autorités ont reçu. Ces nouvelles autorités ont également reçu la première option de médiation qui avait été proposée par la CEDEAO, à savoir la médiation qui était portée par le maréchal Mahamat Déby. C'était également un signe qui montrait que ces nouvelles autorités-là n'étaient pas réfractaires à la négociation. Mais ce qui a donc de plus en plus soulevé l'ire de ces nouvelles autorités, c'est quoi? C'est la position que la CEDEAO a prise lors de leur dernière réunion. Cette position, n'est-ce pas ici, qui a cette position, n'est-ce pas ici, d'intervenir militairement aux côtés du Niger. Et ce qui est encore très mal fait, ce qui a encore fait mal à ces nouvelles autorités nigériennes, c'est quoi? C'est l'intervention ou la sortie unilatérale du président Alassane Ouattara, qui reste un va-t-à-guerre, qui a fait une interview, une sortie, qui montrait qu'en réalité, il était prêt à envoyer les soldats même de manière isolée du côté n'est-ce pas, du Niger. Et vous avez vu la réaction de ces nouvelles autorités du Niger. Elles ont procédé à la convocation de leur ambassadeur du côté du Niger, en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, c'est un élément qui montre que ces nouvelles autorités-là sont là pour un programme de transition bien clair, d'accord? Elles veulent tout simplement que la CEDEAO, qu'elle reconnaît comme étant une organisation indispensable pour le bon fonctionnement de la sous-région, qu'on prenne acte de la situation sur le terrain. Parce que lorsque ces nouvelles autorités ont fait le coup d'État, elles ont justifié par deux éléments paradigmatiques. Oui, rappelez-nous. Le premier élément, c'est l'insécurité. Et le deuxième élément, c'est la malgouvernance. Oui. On se serait donc attendu à ce que pour une recherche, n'est-ce pas, ici, de solutions à long terme, que la CEDEAO s'appesantisse sur ces deux éléments pour demander à cette nouvelle autorité de la junte comment donc est-ce que vous espérez procéder pour régler ou du moins corriger ces deux éléments, n'est-ce pas, sur lesquels l'ancien président Bazoum a failli. Oui. Je pense que c'est la méthode que la CEDEAO devait privilégier. Mais la CEDEAO n'est pas dans cette logique-là. Elle est plutôt dans une logique de va-t-en-guerre. Une va-t-en-guerre qui ne peut même pas, du point de vue des analyses, n'est-ce pas, ici, techniques et sécuritaires sur le terrain, réussir. Parce qu'il faut le dire, ces sorties de la CEDEAO ne sont que des discours. Oui. Si on veut voir sur le plan de l'opérationnalité, il y a un certain nombre de pesanteurs qui montrent aujourd'hui qu'une intervention militaire du côté du Niger n'est pas possible. En tout cas, peut-être pas possible maintenant, mais bon. De toutes les façons, on verra. Président Matomba, eh bien, cette réunion justement des chefs d'état-major de la CEDEAO, après, bien sûr, le docteur Sango. Alors, si on s'en tient, en tout cas, sa conclusion, une intervention militaire n'est pas possible, qu'est-ce qu'on est donc en train de faire là-bas du côté du Ghana? Que font les chefs d'état-major finalement de la CEDEAO? La CEDEAO essaie de gagner du temps. Vous savez que la CEDEAO a commis une des plus grosses bêtises, ou alors une des plus grosses erreurs de son organisation, celle de donner un délai, n'est-ce pas, à un pays souverain de 7 jours, sinon elle allait intervenir militairement. Vous voyez que les 7 jours sont passés, il n'y a pas eu d'action militaire qui est suivie. Ce n'est pas après les 7 jours que vous commencez à réfléchir autour de la table sur comment est-ce que le déploiement va se faire. C'est-à-dire, avant de donner le délai, vous auriez pu déjà réfléchir autour du déploiement ou alors de la frappe. Donc, vous voyez, la CEDEAO aujourd'hui, pour ne pas perdre le visage, essaye de gagner en temps. C'est-à-dire que ces chefs d'état-major qui vont se regrouper, ils vont essayer d'évaluer la logistique, ils vont essayer d'évaluer les hommes, ils vont essayer de voir quels sont les pays qui sont prêts à aller en guerre et qui ont reçu l'accord des différents parlements. Donc, c'est tous ces éléments-là. En fait, c'est une sorte de... La CEDEAO essaie de sauver, si vous voulez, son visage. Parce que en réalité, même si
ils ont un allié de pointe qui a décidé de les accompagner, qui est la France, parce que la France a dit qu'elle l'accordait, elle donnait le soutien logistique à la CEDEAO pour des frappes. On comprend que ce qui se passe là, les hommes, et puis il faut le dire, Madame Siké, les généraux que vous voyez, les chefs d'état-major, pour la plupart, ce sont des hommes très instruits. Attention. Parce que, vous savez, un chef d'État peut être le produit d'une élection populaire. Il peut avoir un niveau aussi bas qu'il soit, mais avoir une popularité nécessaire pour accéder à la magistrature suprême. Mais un chef d'état-major, ce n'est pas le même cas. Ce sont des hommes d'abord instruits. Et je pense pour ma part qu'ils sortiront d'Accra avec des résolutions qui ne les amèneront pas vers la guerre. D'ailleurs, ils n'ont pas les moyens de faire la guerre. Ils n'ont pas ces moyens-là et ils ne se tromperont pas. Donc, ce qui se passe là, la CEDEAO essaye de peut-être de ne pas perdre le visage, mais d'essayer de gagner en temps et voir comment privilégier donc d'autres moyens et dire plus tard que les moyens de négociation, n'est-ce pas, ont abouti à un résultat qui permettra peut-être une transition sur les 6 mois ou sur les 2 ou 3 mois. Donc, comme il y a déjà une transition qui se dessine, alors là, la nécessité, n'est-ce pas, d'une intervention militaire n'est pas ne devrait pas être, n'est-ce pas, prise en première compte. Mais sauf que, Madame Siké, il faut observer dans la plupart de ces pays où, qui se sont réunis aujourd'hui, qui sont pour la guerre et qui se réunissent pour, soi-disant, des frappes au niveau du Niger. Les populations de ces différents pays sont contre. Bien sûr. Alors, si les populations de ces différents pays sont contre la guerre et que les dirigeants, eux, qui ont bénéficié, n'est-ce pas, des voix des populations pour diriger leurs différents pays, décident d'aller en guerre, vous vous rendez compte que c'est une affaire, c'est une guerre de chef d'État. C'est pas une guerre d'État. C'est pas une guerre de pays, c'est pas une guerre dans laquelle les populations se reconnaissent. Vous avez aujourd'hui le clergé qui se lève, vous avez, n'est-ce pas, les communautés musulmanes, les communautés tribales même qui se sont levées, pour la plupart, pour s'opposer complètement à cette guerre. Donc vous ne comprenez pas l'entêtement de certaines personnes à dire nous devons aller intervenir, nous devons... Parce qu'en réalité, Madame Siké, au Niger, ceux que vous rencontrez sont vos frères. Au Mali, ceux que vous rencontrez sont vos frères. Au Burkina Faso, ils sont vos frères. En Côte d'Ivoire, ce sont vos frères. Au Bénin, un peu partout dans les pays en Afrique, nous sommes tous des frères. Donc, cette envie, n'est-ce pas, de vouloir satisfaire je ne sais qui pour se dire que, voilà, on va en guerre, on va frapper militairement le Niger, ce qui est d'ailleurs impossible parce que je tiens à vous dire que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont en ce moment au Niger 1000 hommes. Mais eux, ils ne parlent pas de guerre. Ils ont même 2 drones. Mais ils ne parlent pas de frappe chirurgicale. Vous voyez? Ceux-là même qui ne parviennent pas à sécuriser leurs différentes frontières, qui laissent pénétrer, n'est-ce pas, ceux qui sont considérés comme des terroristes un peu partout, vous disent que nous ferons des frappes chirurgicales. À base de quoi? Vous avez quoi pour faire des frappes chirurgicales? Donc, autant de choses pour comprendre que, en réalité, la CEDEAO, ce qu'elle essaye de faire aujourd'hui, c'est de ne pas perdre le visage qu'elle a perdu en essayant de gagner en temps. Et vous allez voir que il y a des pays, comme je pense qu'on en a parlé dans vos différentes émissions ici, il y a des pays qui sont directement opposés et qui soutiennent le Niger et qui sont même allés jusqu'à se prononcer en disant que s'il y a une seule frappe, ça veut dire que on leur a déclaré la guerre. On parle de la Guinée Conakry, on parle du Mali, on parle du Burkina et bien d'autres. L'Algérie est déjà dans la danse. La Russie a, n'est-ce pas, sorti un communiqué pour parler des méfaits de la guerre et, n'est-ce pas, demander que la guerre ne puisse pas avoir lieu de ce côté-là. Donc, autant de choses pour dire que non, les populations africaines, je pense, pour la majorité, soutiennent le Niger. Ce que les dirigeants africains doivent voir et penser, c'est qu'est-ce qui est bien aujourd'hui pour les différentes populations. Parce qu'en réalité, lorsque la population du Niger, le Nigérien, souffre, ces présidents ne sont pas là. Ces dirigeants ne sont pas là. Lorsque les terroristes frappent au Niger, ces différents ne sont pas là. Ils ne se réunissent pas. Les chefs d'état-major ne se réunissent pas pour trouver des voies et moyens pour aller aider le Niger à sécuriser son territoire ou sa frontière. C'est à ce niveau qu'ils sont attendus. Des organisations comme la CEDEAO, la CEMAC et bien d'autres en Afrique doivent beaucoup
travailler et œuvrer pour sécuriser les territoires. Oui. Vous savez, parce que c'est le plus important. Ils ne sauraient avoir de véritable développement sans sécurité. Donc, à ce niveau, ils doivent beaucoup plus réfléchir. Peut-être le Niger, comme le Mali, la Guinée, le Burkina, c'est une occasion pour eux de dire, désormais, nous devons revoir notre méthode de fonctionnement. La priorité devrait être la sécurisation, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on n'a pas... On ne saurait dire que c'est un coup d'État qui s'est passé au Niger, mais on peut dire que c'est un coup national, parce que toute la population se reconnaît dans le coup. Oui. Donc vous vous rendez compte que tout de suite, ce n'est même pas, vous n'avez pas vu un seul Nigérien se retrouver dans les rues pour dire on voudrait que, n'est-ce pas, le président Bazoum oui. Soit réinstallé. Non, au contraire, les Nigériens sont dehors pour dire non à ce type de pratique et à ce type d'hommes qui, n'est-ce pas, a empêché, n'est-ce pas, le Niger de se positionner et de se développer. Mieux, Madame Siké, oui. Lorsque les soldats français ont été chassés au Mali, la direction qu'ils ont prise, c'était le Niger. Et là, on annonçait déjà que au Niger, il y aura certainement de mouvements et ces soldats seront chassés. Est-ce que vous savez que les soldats ont commencé à partir du Niger pour le Tchad? Donc, imaginez ce qui va arriver. Et quand on dira demain qu'il y a un coup au Tchad, oui. Parce qu'en réalité, ce sont les mêmes soldats français qui descendent, qui descendent, et les populations n'en veulent plus. Les populations n'en veulent plus. Les populations ont besoin d'avoir leur souveraineté et pouvoir se défendre d'elles-mêmes. Parce que c'est en fait ça. Lorsque ces derniers font 10 ans, 20 ans, 30 ans même dans des pays et que les populations ne sont pas en sécurité, il y a de quoi se poser des questions. Et que les dirigeants sont uniquement préoccupés par la sécurité. Parce qu'en réalité, vous arrivez au pouvoir pour un mandat de 5 ans, voire 7 ans. Mais vous passez, n'est-ce pas, 6 ans et demi ou 4 ans et demi à lutter contre des terroristes. Ouais. En fait, on vous occupe dans une histoire qui n'est pas créée par vous. On vous met des hommes et on décide de vous envoyer d'autres qui viennent vous aider. Et pourtant, on peut renforcer votre armée, vous donner les moyens pour que votre propre armée puisse, n'est-ce pas, combattre ces derniers. On ne le fait pas. On vient vous assister, après on divise votre pays, vous avez une force tampon qui se crée. Non, il faut laisser les autres rebelles de l'autre côté et d'autres de ce côté. Vous, le président, vous n'avez pas le temps de travailler. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique est arrivée à un niveau où les Africains veulent véritablement leur souveraineté et veulent être en paix. Ceux que ça dérange n'ont qu'à rester chez eux. Et effectivement, ça rejoint peut-être, hein, simplement entre parenthèses, on a écouté il y a encore seulement quelques jours cette sortie du ministre Abdoulaye Diop, justement, qui revenait sur la présence de ces forces étrangères en Afrique et précisément son pays, le Mali. Et c'est d'ailleurs ce que ça coûtait par jour. Et on se demande justement pourquoi est-ce que malgré cette prise en charge, malgré cette forte présence, ces pays ont toujours été enclins aux attaques terroristes. On va retrouver Monsieur Saïdou pour la suite. Alors, Monsieur Saïdou, la température là-bas du côté du Niger, on voit un soutien populaire, on voit que la population soutient fortement le gouvernement en place et nous avons eu des informations faisant état de ce qu'il y a un appel à mobilisation justement de cette population pour resserrer les rangs de l'armée au cas où il y aurait une intervention militaire de la CEDEAO. Bon, disons que malheureusement des petits soucis de connexion avec vous, Monsieur Saïdou. Voilà, ce qu'on va faire, la technique, on va essayer de voir peut-être ce détail avec Monsieur Saïdou. Le temps de régler cela, peut-être la question vous revient, Docteur Sango, cette mobilisation, parce que c'est vrai, on dit que la CEDEAO ne fera rien, la CEDEAO n'a pas les moyens. Alors, mais de l'autre côté, quand même au Niger, on se prépare. On appelle la population à se mobiliser, à resserrer les rangs de l'armée au cas où il y aura une intervention militaire dans le pays. Oui, c'est ce qui fait la particularité de ce qui se passe aujourd'hui du côté du Niger, de ce que les Occidentaux appellent coup d'État. Oui. Bon, restons même sur leur terminologie. Appelons ça coup d'État. Sauf qu'il y a souvent coup d'État et coup d'État. On voit bel et bien que du côté du Niger aujourd'hui, ce qu'ils appellent coup d'État est un coup d'État qui est porté par le peuple.
est un coup d'État que la population a décidé, n'est-ce pas, de faire sien. C'est un coup d'État, n'est-ce pas, ici, qui arrange la population. Parce que la population, n'est-ce pas, se sentait asphyxiée, se sentait embrigadée sous le magistère de Bazoum. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle même de coup d'État, on peut même faire un recours par raisonnement, n'est-ce pas, ici, absurde, pour dire que c'est même Bazoum qui aurait fait un coup d'État à l'État du Niger. Parce qu'on ne doit pas laisser croire que c'est les militaires qui ont fait un coup d'État à Bazoum. C'est plutôt Bazoum qui a fait un coup d'État à l'État nigérien. Parce que lorsque vous voyez les actions, les actes que Bazoum a eu à poser lorsqu'il était président, mais c'est des actes qui ne protègent pas la population. C'est des actes qui vont, n'est-ce pas, en déphasage des attributions régaliennes qu'un chef d'État doit même faire. Vous savez qu'un chef d'État, sa première mission, c'est d'abord la sécurité. D'accord? Mais ce que Bazoum faisait, c'est quoi? C'est qu'il n'était pas proactif sur ce domaine de la sécurité. Et dans ce domaine de la sécurité, Bazoum a offert une interview où il disait qu'il ne pouvait pas réussir, n'est-ce pas, à satisfaire la sécurité des Nigériens parce qu'il s'est rendu compte que son armée, ou du moins l'armée de l'État nigérien, n'est-ce pas, ici, était moins aguerrie que les terroristes sur le terrain. Mais Madame Siké, lorsqu'un chef d'État du haut de son magistère fait une telle affirmation de manière péremptoire et ostentatoire, ou encore dans une chaîne étrangère, cela est une trahison. C'est une trahison qui vient montrer que Bazoum, en réalité, qui devait, n'est-ce pas, ici, chercher tous les moyens pour rassurer sa population, a trahi plutôt sa population. Donc, c'était un élément suffisant pour que les militaires qui sont là pour le service du drapeau prennent leurs responsabilités. Donc, les militaires ont tout simplement pris acte du fait que Bazoum ne pouvait plus continuer à assurer la sécurité des Nigérians. Il fallait donc que quelqu'un, n'est-ce pas, ici, le supplée pour que l'État ne puisse pas disparaître. Donc aujourd'hui, lorsque vous mobilisez l'argument de la population, c'est un argument tellement important qui vient une fois de plus rendre impossible ou alors difficile une éventuelle intervention militaire. Oui. Parce que l'intervention militaire du côté du Niger vise à faire quoi? À restaurer Bazoum à la tête de l'État. Oui. Et une telle intervention ne peut pas se faire sans bain de sang. Sans bain de sang. Une intervention aujourd'hui du côté du Niger va, n'est-ce pas, ici, faire des dégâts, non seulement au niveau de l'État nigérien, mais aussi et surtout au niveau de la sous-région. N'oubliez pas ce qu'on appelle la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il existe, n'est-ce pas, ici, une transfrontalité qui fait en sorte que les populations se meuvent facilement. D'accord? Ce qui se passe au Niger aujourd'hui peut facilement avoir des répercussions dans les autres pays de la sous-région. Donc, moi, je pense que ce que la population est en train de faire là aujourd'hui, c'est un donné à voir qui vient une fois de plus interpeller un donné à penser dans la conscience non seulement des acteurs de la CEDEAO, mais aussi et surtout de la communauté internationale qui ont imposé pendant longtemps aux États africains un type de légitimité qui n'avait rien à voir avec les desiderata des populations. Bazoum, c'est quelqu'un qui venait d'être élu. Il n'avait pas encore fait 2 ans à la tête du Mali et du Niger. Il a été démocratiquement élu, comme le veulent les pays occidentaux. Mais cela n'a pas empêché qu'on le mette de côté. Cela n'a pas empêché que le peuple aujourd'hui se tourne contre lui. Donc c'est un signal qui vient montrer que la démocratie occidentale n'est pas une panacée en Afrique. La démocratie occidentale n'est pas un système adapté aux réalités africaines aujourd'hui. On voit bel et bien qu'aujourd'hui, dans tous ces pays-là, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, Guinée-Conakry, mais aussi et surtout le Niger, les nouvelles autorités qui n'ont pas été élus sont pourtant portés par le peuple. Donc il y a la fameuse dialectique qu'il faut résoudre en Afrique, la fameuse dialectique, n'est-ce pas, du légal et du légitime. Est-ce qu'on a besoin des chefs d'État légaux tels que élus conformément à la démocratie occidentale, mais qui n'ont aucun ancrage avec la légitimité? C'est ça le problème. On voit bel et bien qu'aujourd'hui, Assimi Goïta
Traoré et Tiani aujourd'hui du côté du Niger n'ont pas été élus. Bon, on peut dire qu'ils sont illégaux, mais on ne peut pas, n'est-ce pas ici, dire que ces chefs d'État-là n'ont pas d'écrit de légitimité. Parce que le peuple se reconnaît de plus en plus derrière eux. Donc, moi je pense que c'est des situations qui viennent une fois de plus montrer que l'Afrique n'est plus prête à accepter le diktat des pays occidentaux. L'Afrique aujourd'hui demande tout simplement sa souveraineté, sa liberté et son indépendance dans le contrôle de ses matières premières et des ressources naturelles. Parce que c'est ça le véritable problème. Oui. Les populations sont de plus en plus derrière ces militaires qui font des coups de libération parce qu'au moins elles ont espoir que ces nouvelles autorités-là feront en sorte que les richesses naturelles de leur pays puissent en bénéficier d'abord aux populations. C'est ça le véritable problème. Donc le Niger aujourd'hui, il faut savoir que c'est un pays très riche en ressources naturelles et fondamentalement en uranium. Mais lorsque vous arrivez au Niger, à part par exemple Niamey qui est électrifié, le reste c'est des campagnes, le reste des coins c'est l'obscurité, c'est la misère totale lorsque vous voyez un Nigérien. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer ce paradoxe-là, qu'un pays qui a ses ressources naturelles et qui a ses richesses n'arrive pas à jouir de ces richesses-là. Donc voilà la problématique aujourd'hui que les chefs d'État doivent résoudre. Ce qui montre qu'aujourd'hui, les chefs d'État qui seront acceptés à la tête de nos États aujourd'hui ne seront plus les chefs d'État imposés par la communauté internationale. Parce qu'on le dit, à cause de quoi? À cause de la défragmentation des pôles de centralité qui se passe au niveau international. Parce qu'il faut savoir que les contextes n'étant plus les mêmes, hier, ces chefs d'État qui n'avaient aucun lien avec la légitimité populaire, d'accord, se maintenaient à la tête des États. Le peuple ne pouvait rien faire parce que ces chefs d'État-là avaient un parapluie au niveau international qui était le bloc de l'Ouest. Le bloc, n'est-ce pas, capitaliste. On voit bel et bien qu'aujourd'hui, à travers ce que j'appelle la défragmentation des pôles de centralité, ce bloc de l'Ouest-là n'est plus aussi puissant. Ce bloc de l'Ouest-là est aujourd'hui dans une situation de rapport de force défavorable. Donc, ce qui fait donc qu'aujourd'hui, les dictateurs qui bénéficiaient de ce système occidental à la tête des États africains n'ont plus le choix aujourd'hui, n'ont plus un parapluie, n'ont plus un protecteur. Ils auront donc deux choix à faire. Soit se tourner vers la satisfaction des intérêts de la population et continuer encore à rester à la tête des États africains, soit tout simplement ils seront basculés par le peuple parce que n'ayant plus un parapluie au niveau de la scène internationale. Voilà comment il faut lire l'actualité politique aujourd'hui en Afrique, ou du moins lire ce phénomène de transformation qui est en train de s'opérer aujourd'hui au niveau de l'environnement politique africain. Merci une fois de plus à vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.